On n'a jamais retrouvé son corps, mais on a trouvé du sang, tellement de sang pendant 47 ans. J'ai cru que mon Jacques avait été assassiné jusqu'à ce qu'un mystérieux colis arrive sur le pas de ma porte avec un cachet de la poste du Mexique. Ce colis a changé tout ce que je pensais savoir sur l'amour, la perte et les étranges tours du destin qui façonnaient nos vies. Bonjour à tous, je suis Géraldine Whittaker, 78 ans et toujours jeune. La plupart des gens à Nantes m'appellent encore Mamie Géraldine, bien que je ne sois plus une demoiselle depuis un bon moment. Je suis née Géraldine Marie Fournier en 1947 dans la petite ville de Nantes, en Loire-Atlantique. C'était le genre d'endroit où tout le monde connaissait votre nom, vos affaires et probablement ce que vous aviez pris pour le petit déjeuner ce matin-là. Un endroit où les secrets étaient aussi rares que la neige en juillet, ou du moins, c'est ce que nous pensions tous. Mon père tenait la pharmacie Fournier sur la rue principale, la seule pharmacie dans un rayon de 30 km. C'était pas juste un endroit pour remplir des ordonnances, c'était le cœur de notre communauté, avec ses comptoirs en bois poli, sa fontaine à limonade et ses tabourets en vinyle rouge pivotant que nous, les enfants, aimions faire tourner jusqu'à en avoir le tournis. Cette pharmacie était l'endroit où les gens venaient pour bavarder, libraire, et trouver du réconfort quand les temps étaient durs. Ma mère, que Dieu la bénisse, était ce que les gens appelaient délicate. Elle souffrait de terribles migraines qui la gardaient alitée pendant des jours, les rideaux tirés contre la moindre lumière. Alors, dès que j'étais assez grande pour atteindre la caisse enregistreuse, j'ai des papas à la boutique. À 16 ans, je pouvais préparer n'importe quelle combinaison de limonade que vous pouviez imaginer, recommander le bon remède pour tout, des éruptions cutanées au rhumatisme et compter les pilules plus vite que la plupart des pharmaciens formés maintenant. Je sais que certains d'entre vous qui regardez pensent probablement encore une histoire de petite ville, mais mes chéris, parfois les secrets les plus profonds se cachent dans les endroits les plus petits. Si vous regardez ceci depuis une petite ville vous-même, laissez un commentaire et dites-moi d'où vous venez. J'aime savoir qui écoute mon histoire. Alors, où en étais-je? Ah oui, Nantes. 1965. Je venais d'avoir 18 ans ce printemps-là, tout juste sortie du lycée et pleine de rêves plus grands que notre petite ville ne pouvait contenir. J'avais été acceptée à l'université de Rennes pour le semestre d'automne, la première femme Fournier à aller à l'université. Papa était si fier qu'il le disait à tous ceux qui entraient dans la pharmacie, même à Madame Perrault, qui venait juste pour ses pansements pour corps. Maman était inquiète, bien sûr. Et si tu rencontres un garçon de la ville et que tu déménages pour toujours, s'inquiétait-elle, lissant mes cheveux, comme si j'étais encore une enfant. Le plan était que je travaille à la pharmacie tout l'été, économisant chaque centime pour les manuels scolaires et tout ce dont les étudiantes avaient besoin. J'avais un petit carnet soigné où je suivais mes gains
regardant les chiffres grimper semaine après semaine. Je servais des milkshakes et des limonades au citron à tous ceux qui passaient, écoutant leurs histoires, leurs plaintes, leurs ragots. Le vieux monsieur Ferrand venait tous les mercredis pour ses médicaments, pour le cœur, et me racontait ses combats pendant la Seconde Guerre mondiale. Les jumeaux du bois rassemblaient leur argent de poche pour partager une limonade à la vanille tous les vendredis après leur cours de piano, et Madame Collet, qui vivait seule depuis le décès de son mari, passait presque tous les jours, soi-disant pour de petits achats, mais en réalité juste pour avoir quelqu'un à qui parler. La vie avait un rythme prévisible à Nantes, réconfortant à sa manière, mais j'étais prête pour quelque chose de nouveau, quelque chose d'excitant. Faites attention à ce que vous souhaitez. Comme on dit, j'avais ma part de garçon qui m'invitait au cinéma ou à aller se garer près de l'étang de Miller, mais aucun ne faisait battre mon cœur. Bernard Jourdan était épris de moi depuis la 3e année et je l'ai laissé m'emmener au bal de promo, mais c'était comme danser avec mon frère. Kevin Martin de l'équipe de rugby était assez beau, mais tout ce qu'il savait parler, c'était de ses records de passes et de comment il jouerait dans les grandes ligues un jour. Puis il y avait Samuel Poiret, dont la famille possédait le verger de pommiers à l'extérieur de la ville, attentionné et gentil. Mais quand il m'a embrassée après la fête du printemps, je n'ai rien ressenti, pas la moindre étincelle. Maman disait que j'étais trop difficile. L'amour, c'est pas tout feu et papillon. Géraldine Marie me sermonnait-elle. C'est trouver un homme stable, fiable, qui sera un bon pourvoyeur. Mais j'avais lu trop de romans, caché sous mes couvertures à la lampe de poche, rêvé trop de rêves pour me contenter d'un simple stable et fiable. Puis est venu ce jour étouffant de juillet, le 17 juillet 1965, pour être exact. Certaines dates restent gravées dans votre mémoire pour toujours. Le thermomètre à l'extérieur de la fenêtre de la pharmacie indiquait 32 degrés à 10 heures du matin. Le ventilateur électrique derrière le comptoir poussait l'air chaud sans le rafraîchir beaucoup. Ma robe en coton collait à mon dos et j'avais relevé mes cheveux de ma nuque, souhaitant pour la 1000e fois que papa investisse dans un de ses nouveaux climatiseurs. C'est alors que Jacques Calvet est entré dans la pharmacie de mon père, la petite cloche au-dessus de la porte, annonçant son arrivée. Il n'était pas de Nantes, on pouvait le deviner à sa manière de se tenir confiante, mais pas arrogante, avec un léger accent du sud qui faisait fléchir mes genoux. Il portait un pantalon kaki et une chemise blanche aux manches retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras bronzés et fort du travail en extérieur. Mais c'était son visage qui m'a captivée, pas classiquement beau, mais intéressant, des yeux intelligents, de la couleur d'un ciel d'été, des rides de rire déjà formées à leur coin, malgré son jeune âge, et une petite cicatrice traversant son sourcil droit, que j'apprendrai plus tard, venait d'une chute d'un pommier quand il avait 10 ans. Il assure quand il m'avoue, et Seigneur, aidez-moi. Tout en moi s'est arrêté et calmé, comme le monde faisant une pause entre deux battements de cœur. Mademoiselle, je pense que j'ai sous-estimé
le soleil breton, a-t-il dit sa voix comme du miel chaud sur du gravier. J'ai peur d'être rouge comme une écrevisse et 2 fois plus cuit. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, soudain consciente de mes cheveux relevés et de mon col humide. Vous devez être de passage, ai-je dit, attrapant la lotion calamine que nous gardions derrière le comptoir. Les locaux savent qu'il ne faut pas passer toute la journée dehors, sans chapeau. Coupable comme accusé, a-t-il admis, s'appuyant légèrement contre le comptoir. De près, je pouvais voir à quel point son coup de soleil était grave. Son nez et ses joues étaient rouges vifs, commençant à peler sur l'arête du nez. Je viens du Midi pour l'été. J'aide mon oncle avec son entreprise de construction pour bâtir la nouvelle bibliothèque sur la rue des Érables. Chet Lochon Eidratelle a-t-il fait un geste vers la bouteille rose dans ma main? C'est un début, ai-je dit, soudain tout à fait professionnel, pour cacher le frisson dans mon estomac. Mais vous voudrez éviter le soleil. Pendant 1 jour ou 2, boire beaucoup d'eau et prendre de l'aspirine pour l'inflammation. J'ai rassemblé les articles en parlant, les plaçant sur le comptoir entre nous. On dirait que vous connaissez vos médicaments, a-t-elle dit, me regardant avec ses yeux de ciel d'été. J'aide dans cette pharmacie depuis que je sais marcher. Ah non, chaque jour après cela, Jacques trouvait une raison de passer à la pharmacie, parfois pour une limonade, parfois pour de l'aspirine ou des bandages. Le travail de construction était dur pour les mains, disait-il, montrant ses ampoules comme des badges d'honneur. Parfois, il venait juste pour un Coca-Cola frais, prétendant que notre fontaine les servait plus froid qu'ailleurs en ville. Et chaque jour, je me surprenais à regarder l'horloge, comptant les minutes, jusqu'à ce qu'il franchisse cette porte. Papa l'a remarqué. Bien sûr, rien n'échappait à l'attention de Richard Fournier, surtout quand il s'agissait de sa fille unique. Ce garçon du Midi semble avoir besoin de beaucoup de fournitures de pharmacie, a-t-il commenté un soir, alors que nous fermions boutique. Je me suis occupée à essuyer le comptoir, espérant qu'il ne remarquerait pas la rougeur qui montait à mes joues. Il travaille dans la construction. Papa, c'est un travail dangereux. Papa s'est contenté de fredonner pensivement, comptant les reçus de la journée. Il me semble que ces blessures arrivent toujours juste avant la fin de ton service. Je ne pouvais pas contredire cela. Pendant 3 semaines consécutives, Jacques apparaissait comme une horloge à 10 minutes de 17 heures. Juste quand je préparais la fermeture de la fontaine à limonade, c'est Madeleine Cooper, ma meilleure amie depuis la maternelle, qui m'a finalement poussée à agir. Madeleine travaillait à la bibliothèque municipale et venait à la pharmacie pendant ses pauses déjeuner. Pour l'amour du ciel, Géraldine, a-t-elle dit, remuant son thé glacé avec plus de force que nécessaire. Ce pauvre garçon va se ruiner à acheter des limonades et des bandages dont il n'a pas besoin. Soit tu lui dis que tu n'es pas intéressé, soit tu acceptes de le voir correctement, et s'il est juste amical, m'inquiétais-je, tordant ma serviette en nœud, et si je lis trop dans tout ça,
Madeleine a levé les yeux au ciel si fort que j'ai cru qu'elle allait se faire mal. Aucun homme n'a besoin de 3 boîtes d'aspirine en un mois, sauf si il courtise la fille du pharmacien. Jo, monsieur, elle avait raison. Bien sûr. Alors, la prochaine fois que Jacques est venu pour des pastilles à la menthe cette fois, prétendant que son oncle se plaignait de son haleine de café, j'ai pris une grande inspiration et j'ai sauté le pas. Vous savez, elle dit nonchalamment, en enregistrant son achat, il y a une projection de la Mélodie du Bonheur au cinéma Majestic vendredi soir. J'ai entendu dire que c'est vraiment quelque chose. Le sourire qui s'est répandu sur son visage aurait pu illuminer tout Nantes pendant une panne d'électricité. Mademoiselle Fournier, a-t-il dit, posant une main sur son cœur, est-ce que vous m'invitez à un rendez-vous peut être bien? Monsieur Calvé, ai-je répondu, me surprenant par mon audace. À moins que vous préfériez passer une autre soirée à acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Il arialors, un son riche et chaleureux qui semblait remplir tous les espaces vides de la pièce. Ce serait un honneur, bien que je doive confesser que j'avais vraiment besoin de toutes ces aspirines. Les moustiques bretons semblent avoir un goût particulier pour le sang du Sud. Hadou, ce vendredi a tout changé. Jacques est venu me chercher dans le camion de son oncle, fraîchement lavé pour l'occasion. Il portait une chemise à boutons et un pantalon. Ses cheveux noirs lissés en arrière avec de la brillantine. Un petit bouquet de fleurs sauvages à la main. Pour la plus jolie fille de Bretagne, a-t-il dit, en me l'étendant à la porte. Le film était merveilleux, mais j'ai à peine remarqué Julie Andrews dansant dans la campagne autrichienne. J'étais trop consciente de Jacques à côté de moi dans le cinéma sombre, de son odeur de savon et de soleil, de la manière prudente dont il a tenu ma main, quand il a enfin trouvé le courage de la prendre. Après le film, nous sommes allés au Café du Pont pour des milkshakes. Nous nous sommes assis dans un box près de la fenêtre, parlant jusqu'à ce que Monsieur Dupont commence à empiler les chaises sur les tables. Une allusion pas si subtile qu'il était l'heure de fermer. Nous avons parlé de tout son enfance à Toulouse avec 3 sœurs aînées, qu'il habillait comme une poupée mes rêves de devenir pharmacienne comme mon père, les livres que nous aimions, les endroits que nous voulions voir. En août, nous passions toutes nos soirées ensemble. Jacques venait me chercher après mon service dans le camion de son oncle et nous montions jusqu'à la colline des Lucioles pour regarder le coucher de soleil. C'est devenu notre endroit spécial, une prairie surplombant la ville où l'on pouvait voir à des kilomètres dans toutes les directions. Il apportait parfois sa guitare, jouant de vieilles chansons folk, et me parlait de ses rêves de devenir architecte. Je veux concevoir des maisons, m'a-t-il dit un soir, alors que nous étions allongés sur une couverture, regardant les étoiles apparaître une à une. Pas juste des maisons, mais de vrais foyers, des endroits où les gens peuvent construire des vies et créer des souvenirs, des endroits qui dureront des générations. Il s'est tourné pour me regarder, ses yeux sérieux dans la lumière déclinante. Je veux construire des choses belles qui durent. A-t-elle dit? Et la façon dont il m'a regardé en disant cela m'a fait croire que je pourrais être l'une de ces choses. Maman s'inquiétait. Bien sûr,
Elle jetait un œil à travers les rideaux chaque soir quand Jacques me ramenait à la maison, chronométrant combien de temps nous restions dans le camion. Avant que je n'entre, les amours d'été brûlent fort et vite. Marie m'a-t-elle averti un soir, alors que je me préparais pour le lit, mes lèvres encore frémissantes du baiser de bonne nuit de Jacques. Ce garçon sera parti d'ici septembre et tu n'auras plus que des souvenirs et peut être un cœur brisé. Ce n'est pas comme ça. Maman. Et j'insistais, brossant mes cheveux avec exactement 100 coups, comme elle me l'avait appris. Jacques est différent. Ils sont tous différents, a-t-elle soupiré, rabattant ma couverture jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Mais Jacques n'était pas comme les autres garçons d'été, alors qu'août devenait septembre et que les feuilles commençaient à montrer leur première teinte de changement. J'attendais l'inévitable adieu. La bibliothèque était presque terminée. L'équipe de son oncle allait passer à un autre chantier à Rennes. Jacques retournerait à Toulouse pour terminer sa dernière année d'université. Je me préparais à la douleur que maman avait prédite, déterminée à être courageuse quand le moment viendrait. Le dernier vendredi d'août, Jacques est venu me chercher comme d'habitude, mais quelque chose était différent. Il semblait nerveux, vérifiant sa poche à plusieurs reprises, prenant les virages trop vite dans le vieux camion de son oncle. « Tout va bien », ai-je demandé, alors que nous montions la route sinueuse vers la colline des Lucioles. « Tu sembles agité, juste excité de voir le coucher de soleil. » A-t-elle sa voix, une octave plus haute que la normale. On dit qu'il va être magnifique ce soir. C'était une soirée parfaite, du genre dont la Bretagne a le secret, en fin d'été. L'air était frais mais pas froid, parfumé de pins et de fleurs sauvages. Le ciel offrait un spectacle, des bandes d'or et de cramoisis s'étendant à l'horizon. Jacques a étendu notre couverture habituelle sous le vieux chêne, mais au lieu de s'asseoir, il est resté debout, transférant son poids d'un pied à l'autre. « Jacques Calvé, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» ai-je finalement demandé, riant de son comportement étrange. « On dirait que tu vas sauter hors de ta peau. » Il a pris une grande inspiration, passé une main dans ses cheveux et puis, à ma complète surprise, il s'est mis à genoux, là même sur la colline des Lucioles, le coucher de soleil peignant le ciel en nuances de rose et d'or. Géraldine Marie Fournier a-t-elle dit ça voix stable maintenant. Malgré le tremblement de ses mains, je suis venue en Bretagne pour construire une bibliothèque, mais j'ai trouvé quelque chose de plus précieux que n'importe quel bâtiment. Je t'ai trouvé et je ne veux pas te laisser derrière. De sa poche, il a sorti une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une bague simple mais belle. Un petit diamant serti dans de l'or jaune. C'était celle de ma grand-mère. A-t-il expliqué, ses yeux ne quittant jamais les miens. Elle me l'a donnée avant de mourir l'année dernière. M'a dit de la garder pour une fille qui me ferait sentir que je pouvais voler. C'est ce que je ressens avec toi. Géraldine, comme si je pouvais m'envoler de cette colline et ne jamais redescendre. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre. Cela n'était pas censé arriver. Les amours d'été ne se terminaient pas par des demandes en mariage. Les garçons d'été ne vous regardaient pas comme si vous étiez leur monde entier. Je sais que c'est rapide. A-t-il continué ?
Quand j'ai pas, répondu immédiatement, je sais que nous sommes jeunes, je sais qu'il y a beaucoup à organiser, mais je sais aussi, avec plus de certitude, que je n'ai jamais rien su, que tu es celle avec qui je veux construire une vie. Alors, que dis-tu, Marie, veux-tu m'épouser? Je n'ai pas hésité une seconde avant de dire oui. Je me suis jetée à son cou, le renversant presque riant et pleurant à la fois. Il a glissé la bague à mon doigt. Elle était un peu lâche, mais je m'en fichais. Rien n'avait jamais semblé si juste. Nous sommes restés sur cette colline jusqu'à ce que les étoiles apparaissent, faisant des plans, rêvant des rêves, volant des baisers entre des conversations excitées sur notre avenir. Le monde semblait si plein de possibilités, s'étendant devant nous comme les lumières scintillantes de Nantes en contrebas. La réalité, bien sûr, devait être affrontée éventuellement. Jacques devrait encore retourner à Toulouse pour terminer son diplôme d'architecture. Je commencerai mes cours à l'université de Rennes. Nous devrions attendre, c'est juste 1 an, Jacques, alors que nous redescendions à contre-cœur vers la ville, ma tête sur son épaule. La bague de sa grand-mère captant la lumière de la lune à mon doigt. Je serai diplômée en juin prochain. Nous pouvons nous marier ce même week-end, commencer notre vie ensemble tout de suite. Pédia, quand nous nous sommes arrêtés devant ma maison, toutes les lumières étaient encore allumées. Inhabituel pour cette heure de la nuit. Maman et papa attendaient dans le salon, leur visage tendu d'inquiétude qui s'est transformé en confusion quand ils ont vu nos sourires. Assortissent Monsieur Fournier. Madame Fournier, a dit Jacques formellement, tenant ma main fermement dans la sienne. J'ai demandé à votre fille de m'épouser et elle m'a fait le grand honneur d'accepter. Il y a eu un long moment de silence. Puis papa s'est levé, son expression indéchiffrable. Et quand exactement aviez-vous prévu de demander ma bénédiction? Jeune homme, le visage de Jacques s'est décomposé. Monsieur, Mais alors l'expression sévère de papa s'est fissurée et il a souri, tapant Jacques sur l'épaule. Je plaisante, fiston, bien que j'aurais apprécié un avertissement. Richard a grondé maman, mais elle souriait aussi, se levant pour m'enlacer. Oh, ma petite fille fiancée, nous n'attendons pas de vous que vous payiez pour un grand mariage. Papa, aille dit rapidement. Nous pensons à quelque chose de simple et you in Prochain, après que Jacques aura son diplôme. Maman était déjà en pleine planification. Juin est un mois charmant pour un mariage. Nous l'organiserons à l'église, bien sûr, l'abbé Thierry officière. Tu auras besoin d'une robe. Nous pourrions modifier la mienne. Bien que le style soit être un peu démodé maintenant. Hélène a coupé papa doucement. Peut être laisser les enfants reprendre leur souffle avant que tu ne planifies tout le mariage. Mais il était presque minuit quand Jacques est finalement parti. Après que nous ayons discuté de tous les détails pratiques avec mes parents, il retournerait à Toulouse dans 3 jours
pour commencer sa dernière année à l'université. Je commencerai les cours à Rennes la semaine suivante. Nous écririons des lettres chaque semaine et téléphonerions quand nous pourrions nous le permettre. Il viendrait pour la Toussaint. Et ça, possible. Je pourrais visiter sa famille pendant les vacances de Noël. Ettenjeun. Après sa remise de diplôme, nous nous marierions. Jacques est retourné à Toulouse avec un morceau de mon cœur, soigneusement rangé à côté du sien. Je me suis occupée avec les préparatifs pour l'université, montrant ma bague à Madeleine et à mes autres amis, collectant des recettes et des astuces ménagères de maman et des autres dames à l'église. Nous écrivions des lettres chaque semaine, planifiant notre avenir en encre bleue sur papier blanc. Ces lettres sentaient légèrement le papier à dessin et l'eau de Cologne au santal qu'ils portaient, chacune un trésor que je lisais encore et encore, jusqu'à ce que le papier s'amincisse au pli. Plus qu'un an d'attente, écrivait-il, un an de plus. Et puis pour toujours, j'ai commencé les cours à Rennes, me jetant dans mes études pour me distraire du vide en forme de Jacques dans mes journées. J'étudiais la pharmacie suivant les traces de mon père, bien que Jacques plaisantait en disant que je serais la fournier la plus réussie un jour. Tu découvriras probablement un remède miracle, écrivait-il, pendant que j'essaye encore de comprendre comment dessiner une ligne droite sans règle. Nous nous sommes vus à la Toussaint. Ses parents ont insisté pour le conduire jusqu'en Bretagne pour rencontrer la famille de leur future belle-fille. Sa mère, Marthe, était une petite femme avec les yeux bleus de Jacques et une chaleur méridionale qui remplissait notre maison de rire. Son père, Georges, était plus réservé, mais je l'ai surpris à discuter tard dans la nuit avec papa autour de verres de cognac, semblant trouver un terrain d'entente. Malgré leurs origines différentes, à Noël, j'ai pris le train pour Toulouse, séjournant dans leur belle maison ancienne, avec sa véranda enveloppante et des vitraux dans l'entrée. J'ai rencontré les 3 sœurs de Jacques, Élise, Anne et Tribezzo, qui m'ont accueilli comme si j'étais déjà de la famille. Elles m'ont montré toutes les photos embarrassantes de Jacques, bébé, joufflu et adolescent dégingandé, m'ont raconté comment il construisait des forts élaborés dans le jardin et concevait des cabanes dans les arbres que leur père aidait à construire. Il dessinait toujours, m'a dit Élise, la plus âgée, alors que nous préparions le dîner de Noël ensemble, des bâtiments, des ponts, des villes qu'il inventait dans sa tête. Les amis de nos parents demandaient ce que Jacques serait quand il serait grand. Et il disait toujours, je vais construire de belles choses, même quand il avait 5 ans. Notre séparation est devenue plus dure après ses vacances, ayant été rappelé de ce qui nous manquait. Les lettres sont devenues plus fréquentes, parfois 2 ou 3 par semaine. Nous comptions les jours hybrides, puis 75, puis 50, les rayons sur nos calendriers respectifs, à plus de 800 km l'un de l'autre. Le printemps 1966 fut le moment où tout s'est mis en place. Jacques a écrit qu'il avait excellé dans son projet final de conception et était premier de sa classe.
Il avait un emploi aligné dans un cabinet d'architecture à Vannes, à seulement 1 heure de route de Nantes. Son professeur avait des contacts dans le cabinet et avait recommandé Jacques personnellement. Le salaire de départ n'était pas énorme, mais ce serait suffisant pour que nous vivions confortablement, surtout une fois que j'aurai aussi mon diplôme. Nous avons trouvé une petite maison à louer, avec un jardin à l'arrière, parfaite pour commencer notre vie ensemble. Le propriétaire était Monsieur Perrault, qui possédait la quincaillerie à Vannes et connaissait mon père depuis des années. Euh, il nous a donné un bon prix et a promis que nous pourrions peindre les pièces dans les couleurs que nous voulions. Jacques avait déjà esquissé des plans pour des bibliothèques encastrées qui voulaient ajouter des agencements de meubles pour chaque pièce, même un petit jardin potager pour l'arrière-cour. Ma robe était terminée début juin, satin, ivoire avec de la dentelle, que ma grand-mère avait apporté d'Irlande. Quand elle avait immigré jeune mariée, maman et moi avions travaillé dessus tout le printemps, restant tard avec des tasses de thé et la radio jouant doucement en fond, cousant des perles sur le corsage et ajustant l'ourlet pour qu'il tombe juste comme il faut. La première fois que j'ai essayé la robe terminée, maman a pleuré et même papa avait les yeux humides. Quand il a jeté un coup d'œil depuis le couloir, les invitations ont été envoyées des cartes ivoires avec une écriture élégante annonçant l'union de Géraldine Marie Fournier et Jacques-Édouard Calvet le 25 juin 1966 à l'église Saint-Nicolas de Nantes. L'église était réservée. L'abbé Thierry nous avait rencontrés plusieurs fois pour discuter de la cérémonie et papa avait commandé un gâteau spécial dans une pâtisserie chic à 2 villes de là, 3 étages avec un glaçage à la crème au beurre et des fleurs fraîches assorties à mon bouquet de marguerites et de gypsophile. Tout était prêt. Après 10 mois de séparation, des centaines de lettres et des milliers de kilomètres parcourus, nous n'étions qu'à quelques jours de commencer notre vie ensemble. La veille du jour où Jacques devait conduire depuis Toulouse, nous avons eu notre dernier appel téléphonique en tant que couple fiancé. Les appels longue distance étaient coûteux, alors nous nous étions limités à un appel par mois, économisant l'argent pour notre avenir ensemble. Mais cet appel était spécial, le dernier avant que nous soyons ensemble. Pour de bon, demain à 7 heures, je serai là, a-t-elle dit, sa voix pleine d'émotion à travers la connexion légèrement brouillée. Et dans 2 semaines, tu seras Madame Calvet. J'ai du mal à croire que ça arrive enfin, ai-je dit, enroulant le cordon du téléphone autour de mon doigt, la bague de sa grand-mère captant la lumière de ma lampe de chevet. 10 mois, c'était comme 10 100, les 10 mois les plus longs de ma vie, a-t-il acquiescé, mais ça valait chaque minute. J'ai tout emballé, mes vêtements, mes outils de dessin, toutes tes lettres attachées avec ce ruban bleu que tu m'as envoyé pour Noël. Conduis prudemment, lui ai-je dit, soudaine, anxieuse. C'était un long trajet de Toulouse à Nantes, surtout dans le vieux camion de son oncle, qui avait connu de meilleurs jours. J'ai attendu si long temps, je peux attendre un jour de plus, je serai prudent, je promets, je pars à l'aube. Je devrais être là pour le dîner. J'ai hâte de te serrer dans mes bras.
Marie, de voir ce sourire en personne, au lieu de juste en rêver, juste un jour de plus, ai-je murmuré, je t'aime jusqu'à la lune et retour. Marie a-t-il dit, utilisant la phrase qui était devenue notre signature à chaque lettre, chaque appel. Je t'aime jusqu'aux étoiles et au-delà, Jacques, ai-je répondu, comme je le faisais toujours. Ce furent les derniers mots que nous nous sommes dit, le coffre avec tous ses vêtements soigneusement pliés à l'intérieur. Son portefeuille était sur le siège avant, avec 40 € à l'intérieur, et une photo de moi glissée derrière son permis de conduire. Mais Jacques était parti, et sur le gravier, à côté de la voiture, du sang, pas beaucoup, disait-il, mais assez pour inquiéter, assez pour faire venir des chiens et fouiller les bois à proximité, assez pour draguer le ruisseau voisin, assez pour faire penser à tout le monde le pire. La police avait des théories. Peut-être avait-il été volé par des autostoppeurs, peut-être s'était-il arrêté pour aider quelqu'un qui s'était retourné contre lui, mais il n'y avait aucun témoin, aucun indice au-delà de cette petite tache de sang, juste un tour de disparition qui a laissé un trou dans mon cœur de la taille de la Bretagne. La date du mariage est arrivée et passée. La robe blanche est restée dans son sac, dans mon placard. Un fantôme de rêves qui se sont jamais réalisés. Vous savez, la partie la plus dure n'était pas l'attente. C'était la pitié. On pouvait la voir dans les yeux des gens à l'épicerie, à l'église, même à la pharmacie de papa. Pauvre Géraldine Fournier, abandonnée à l'hôtel, il devait y avoir quelque chose qui n'allait pas chez elle. Chuchotait-il. Peu. A-t-il eu peur? Peu. A-t-il trouvé quelqu'un d'autre? Personne ne voulait dire ce que nous pensions tous. Que quelque chose de terrible était arrivé à Jacques, qu'aucun homme qui aimait une femme comme il m'aimait ne disparaîtrait simplement dans les airs. 2 semaines avant notre mariage, le shérif Moreau a organisé des battues qui ont fouillé les bois sur des kilomètres autour de l'endroit où ils ont trouvé la voiture de Jacques. La police de l'État de Midi-Pyrénées a dragué chaque étang et ruisseau dans un rayon de 15 kilomètres. Ils ont interrogé les employés des stations-service, les serveuses des cafés, les réceptionnistes des motels, quiconque aurait pu voir Jacques sur son trajet vers le nord. Ils n'ont rien trouvé, pas un seul témoin qui souvenait l'avoir vu après qu'il eut quitté la maison de ses parents à Toulouse. Le SRPJ s'est impliqué après 3 semaines. L'agent Dupont était un homme sérieux, aux yeux fatigués, qui avait vu trop de cas de disparition. Il a installé un bureau temporaire à la mairie et a interrogé tous ceux qui connaissaient Jacques. Mademoiselle Fournier m'a-t-il dit après un mois d'enquête, parfois les gens disparaissent parce qu'ils le veulent. Avez-vous considéré cette possibilité? Je l'ai giflé en plein visage. Papa a dû m'éloigner. Je ne suis pas fière de cela maintenant, mais à l'époque, la simple suggestion que Jacques m'ait abandonné délibérément semblait comme si quelqu'un enfonçait un couteau dans mon cœur. L'été s'est transformé en automne. L'automne a cédé la place à l'hiver. Les recherches ont cessé. Le SRPJ a rangé son bureau temporaire. Les parents de Jacques sont rentrés à Toulouse. Le chagrin gravé dans les rides de leur visage. Sa mère m'a enlacé avant leur départ. Il t'aimait plus que tout au monde. Géraldine a-t-elle murmuré
quelque chose de terrible est arrivé à notre garçon. Je le sens dans mes os à Noël. La plupart des gens ont cessé de mentionner Jacques autour de moi. Ils pensaient que c'était de la gentillesse, mais leur silence rendait son absence encore plus bruyante. Je me suis accrochée aux plus petites choses, ces lettres, attachées avec un ruban bleu, la chemise en flanelle qu'il avait laissée chez moi, après une feu de camp, la photo du fiançailles qui avait paru dans l'hebdomadaire de Nantes avant qu'il ne disparaisse. Papa s'inquiétait pour moi, j'avais perdu du poids, ne pouvais pas dormir sans cauchemar. Je voyais Jacques marcher dans le brouillard, appelant mon nom, mais je ne pouvais jamais l'atteindre. Tu dois t'éloigner d'ici. Géraldine a dit, papa, une nuit, cette ville est pleine de fantômes pour toi maintenant. Ma tante Claire vivait à Paris. Elle travaillait comme infirmière à l'hôpital Necker et avait une chambre d'amis dans son appartement, juste pour quelques mois, a plaidé papa, jusqu'à ce que le printemps arrive, jusqu'à ce que tu puisses respirer à nouveau. J'ai accepté, non pas parce que je voulais partir, mais parce que je ne pouvais plus supporter le poids de l'inquiétude de tout le monde. J'ai fait une valise, glissé les lettres de Jacques dans la poche de mon manteau et suis montée dans un bus Flixbus en janvier 1967. La neige tombait alors que nous quittions Nantes, couvrant tout d'un silence blanc et propre. Paris était un monde différent, bruyant, bondé, indifférent à ma douleur. Personne ne me regardait avec pitié là-bas. Personne ne savait que j'étais la fille dont le fiancé avait disparu. J'étais juste un visage de plus dans la foule. Et il y avait un étrange réconfort dans cet anonymat. Tante Claire travaillait de nuit, donc j'avais le petit appartement pour moi la plupart des soirs. Après quelques semaines à fixer les murs, j'ai décidé de trouver un travail. Il y avait une petite librairie près de la place Saint-Michel avec une affiche recherche employée dans la vitrine. La propriétaire, Madame Aubert, était une veuve aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants, qui ne posait pas trop de questions. Elle m'a juste tendu un balai et m'a montré comment elle aimait que les livres soient rangés. Travailler à la librairie m'a sauvée de manière que je n'aurais pas imaginée. Je me perdais dans le rangement des livres, recommandant des romans aux clients, commandant de nouveaux titres. Quand mes pensées devenaient sombres, je prenais un livre et m'échappais dans l'histoire de quelqu'un d'autre pour un moment être d'une manière ou d'une autre. Jour après jour, heure après heure, j'ai commencé à construire une vie sans Jacques. À l'été, tante Claire m'a présenté à l'école du soir. Tu es intelligente comme tout. Géraldine, a-t-elle dit. Pourquoi ne pas suivre des cours? L'école d'infirmière cherche toujours des jeunes femmes brillantes. Je me suis inscrite à des cours préparatoires à l'école des infirmières de Paris. La première fois que j'ai réussi un examen d'anatomie, j'ai ressenti une lueur de quelque chose que je pensais mort avec Jacques, la fierté, l'ambition, l'espoir. Ne vous méprenez pas, je n'ai jamais cessé de chercher des réponses. Chaque mois, j'appelais le shérif Moreau à Nantes. Chaque mois, il n'avait rien de nouveau à me dire. J'écrivais au SRPJ tous les trimestres
espérant que quelque chose ait croisé leur bureau, qui pourrait se connecter à Jacques. Je parcourais les journaux à la recherche d'histoires d'hommes non identifiés, retrouvés ou de mystères résolus. Je gardais une petite boîte d'articles de journaux sur des disparitions similaires, cherchant des schémas qui n'émergeaient jamais. Je suis devenue infirmière, diplômée en 1969, spécialisée dans les soins d'urgence. Il y avait quelque chose dans l'urgence, des urgences, l'attention requise, qui calmait les questions constantes dans ma tête. Quand mes mains étaient occupées à sauver des vies, mon cœur pouvait se reposer de sa recherche sans fin. Ce printemps-là, j'ai rencontré Thomas Whitaker dans la salle des urgences. Il était médecin résident, grand, réfléchi, avec des mains douces et une voix calme. Il était venu évaluer un patient que je stabilisais, un jeune homme victime d'un accident de moto. Après que nous ayons emmené le patient en chirurgie, le docteur Whitaker m'a demandé si je voulais prendre un café à la cafétéria de l'hôpital, juste un café. Et je dis fermement, j'étais pas prête pour plus, juste un café. A-t-il acquiescé avec un petit sourire? Le café s'est transformé en déjeuner la semaine suivante. Le déjeuner s'est transformé en dîner dans un petit restaurant italien près du port. Thomas ne poussait jamais, ne fouillait jamais. Quand je lui ai finalement parlé de Jacques, assise sur un banc face à la mer, il a juste écouté. Il n'a pas proposé de théorie ni de platitude, il a juste pris ma main et s'est assis avec moi en silence. Pendant que les vagues s'écrasaient contre la rive, parfois il n'y a pas de réponse. Géraldine, a-t-il dit enfin, parfois nous devons apprendre à vivre avec les questions. Il fallo ancora un anno avant que j'accepte de sortir officiellement avec Thomas, presque 2 avant que je puisse l'embrasser, sans me sentir comme si je trahissais Jacques. Quand il m'a fait sa demande en automne 1971, j'ai paniqué. Je suis sortie en courant du restaurant, me tenant tremblante sur le trottoir, alors que les souvenirs d'une autre demande, d'une autre bague, d'une autre vie me submergeaient. Thomas m'a trouvé là, m'a donné de l'espace, ne m'a pas fait sentir brisée pour avoir encore du chagrin pour un homme disparu depuis 5 ans. Je n'essaie pas de le remplacer. Géraldine, a-t-il doucement, je demande juste une chance de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. J'ai dit oui 3 semaines plus tard. Nous nous sommes mariés à Paris dans une petite cérémonie, pas de robe blanche, pas d'église, juste une cérémonie civile à la mairie avec tante Claire et quelques amis de l'hôpital. J'ai gardé ma bague de fiançailles de Jacques dans une petite boîte dans le tiroir de ma commode. Thomas le savait et comprenait. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement. On construit juste sa vie autour. Nous avons déménagé à Bordeaux en 1972, où Thomas avait accepté un poste de pédiatre. J'ai travaillé à temps partiel dans une clinique pour les familles à faible revenu, trouvant un sens à aider les enfants qui avaient si peu. Nous avons acheté une petite maison avec un jardin où j'ai planté des roses. Nous avons adopté un chat errant que nous avons nommé Minuit
Nous avons construit une vie, tranquille ensemble, pleine de petites joies, et de jours ordinaires. Mais chaque année, à ce qui aurait été mon anniversaire de mariage avec Jacques, je prenais la journée de congé, j'ouvrais la boîte de ses lettres, les lisais une par une et me permettais de me souvenir, de pleurer, de me demander. Thomas ne demandait jamais ce que je faisais ces jours-là. Il s'assurait juste qu'il y ait des fleurs fraîches sur la table. Quand je descendais, une reconnaissance silencieuse du fantôme qui vivait encore dans notre mariage. La vie a une manière d'aller de l'avant, même quand une partie de vous reste figée dans le temps. Thomas et moi avons essayé d'avoir des enfants, mais c'était pas dans les cartes pour nous. Après 3 fausses couches, les médecins ont conseillé de ne plus essayer. J'aimerais dire que je l'ai géré avec grâce, mais la vérité est que j'ai ragé contre cette seconde perte profonde. N'avais-je pas déjà assez donné? Le destin n'avait-il pas déjà pris sa livre de chair de mon cœur? Thomas a suggéré l'adoption en 1975. Il y avait tant d'enfants qui avaient besoin de foyers, surtout après la guerre du Vietnam. Nous avons adopté notre fille, Liliane. Quand elle n'avait que 3 mois, une belle petite fille dont la mère était trop jeune et trop pauvre pour s'en occuper. Dès l'instant où ils l'ont placée dans mes bras, j'ai ressenti une guérison que je ne savais pas possible. Cette petite personne avait besoin de moi entière, pas brisée. Et j'ai trouvé une force que je ne savais pas avoir. La maternité m'a consumée pendant des années. Liliane était une enfant pleine d'esprit, curieuse, têtue, avec un rire qui pouvait illuminer la pièce la plus sombre. L'élever laissait peu de temps pour s'attarder sur le passé. La boîte des lettres de Jacques est passée de ma table de chevet au tiroir de ma commode, puis à un coffre dans le grenier, alors que Liliane grandissait et que notre maison se remplissait de preuves de notre vie ensemble. Ses dessins, les journaux médicaux de Thomas, les albums photos d'anniversaire et de Noël. La pratique de Thomas prospérait. Nous avons déménagé dans une maison plus grande, dans un bon district scolaire. Quand Liliane avait 7 ans, je suis retournée travailler à temps partiel dans une clinique de santé pour femmes, 3 jours par semaine, pendant que Liliane était à l'école. Nous prenions des vacances d'été à la côte basque, construisions des châteaux de sable sur la plage, collection des coquillages qui sont encore dans des bocaux sur mon rebord de fenêtre. Nous étions heureux, véritablement, profondément heureux, mais Jacques n'était jamais vraiment parti. Il vivait dans un coin de mon esprit, dans des questions sans réponse. Parfois, je voyais un homme dans la rue, avec sa carrure, sa démarche, et mon cœur s'arrêtait une seconde avant que je réalise que ce ne pouvait pas être lui. Parfois, je rêvais de lui si vivement que je me réveillais avec des larmes sur les joues et, et Thomas me tenait sans demander pourquoi. Il savait toujours. Liliane a appris l'existence de Jacques quand elle avait 12 ans. Elle a trouvé la boîte de lettres en cherchant des décorations de Noël dans le grenier. L'a descendue avec une curiosité innocente. Maman, qui est Jacques, a-t-elle demandé? Et la pièce semblait basculer sous mes pieds. Thomas l'a emmené manger une glace pour que je puisse me ressaisir. Et ce soir-là,
Nous l'avons assise et lui avons raconté l'histoire. Une version simplifiée, adaptée à son âge. Alors, tu as aimé 2 hommes? A-t-elle demandé, son jeune visage, sérieux. Je les aime encore. Ai-je admis, jetant un regard à Thomas, qui a hoché la tête encourageant. Il est possible de les garder tous les 2 dans ton cœur, même si c'est un amour différent maintenant. Liliane a réfléchi à cela, puis a posé la question qui me hantait depuis 17 ans. Que penses-tu qu'il lui soit arrivé? Je lui ai dit la vérité. Je ne sais pas, ma chérie. Et j'ai dû apprendre à vivre avec le fait de ne pas savoir. Et dans les années 1980, le cas de Jacques était considéré comme froid. Le shérif Moreau avait pris sa retraite des années auparavant et le nouveau shérif à Nantes n'avait même jamais entendu parler de Jacques Calvé. Quand j'appelais pour vérifier, le dossier du SRPJ avait été archivé quelque part dans leur vaste système. Les parents de Jacques étaient tous 2 décédés, son père en 1978, sa mère en 1982. J'ai assisté aux 2 funérailles, restant discrètement au fond de l'église, toujours la presque belle-fille. Après toutes ces années, la vie continuait son mouvement implacable vers l'avant. Liliane est entrée à l'université en 1990 en pré, médecine. Suivant les traces de son père, les cheveux de Thomas sont devenus argentés aux tempes. Les miens ont commencé à se strier de gris. Nous avons célébré notre 20e anniversaire de mariage avec un voyage à La Réunion, marcher sur des plages de sable noir et regarder les volcans fumer au loin. J'ai eu 43 ans, puis 44, puis 50. Les années s'accumulaient comme des coquillages sur une rive. En 1995, presque 30 ans après la disparition de Jacques, j'ai reçu un appel d'un détective de l'unité des cas froids de la police de Midi-Pyrénées. Il rouvrait plusieurs cas non résolus des années 1960, utilisant une nouvelle technologie ADN. Avais-je quelque chose appartenant à Jacques qui pourrait contenir son ADN? Une brosse à cheveux peut être une brosse à dents. Il y en avait rien. Tout ce qui appartenait à Jacques avait été gardé par ses parents et après leur décès, leur maison avait été vendue, leurs affaires dispersées ou jetées. Tout ce que j'avais, c'était des lettres, du papier et de l'encre, pas de cellules de peau ni de follicules pileux qui pourraient nous dire qui avait laissé ce sang. À côté de sa voiture abandonnée, nous avons trouvé quelque chose d'intéressant. Cependant, a dit le détective, en examinant les dossiers originaux, nous avons découvert qu'un homme correspondant à la description de Jacques avait été admis dans un hôpital en Auvergne. Le lendemain de sa disparition, traumatisme crânien sévère, pas d'identification, il est mort 3 jours plus tard, sans reprendre conscience. Mes mains tremblaient si fort que j'ai presque lâché le téléphone. Pourquoi cela n'a-t-il pas été lié au cas de Jacques à l'époque? Juridiction différente. Malwise communication. Le patient était répertorié comme John Doe, incinéré. Quand personne n'a réclamé le corps, mais nous avons trouvé une photo dans leur dossier, il a fait une pause. Madame Whittaker, je dois vous avertir,
en raison de la nature de ses blessures. Il est difficile de faire une identification positive. Ah, ils ont envoyé la photo par courrier recommandé. Thomas était avec moi quand je l'ai ouverte. L'homme dans le lit d'hôpital était méconnaissable, visage enflé, bandé, des tubes partout. Ça aurait pu être Jacques, ça aurait pu être n'importe quel jeune homme aux cheveux noirs. Penses-tu que c'est lui, a demandé Thomas doucement. Et je murmurais, et c'était la partie la plus cruelle, une autre pièce du puzzle qui ne s'adaptait pas tout à fait, une autre possibilité qui n'offrait pas de clôture. Ils ont exhumé les restes d'un champ de pauvres à Clermont-Ferrand plus tard cette année-là. Les tests ADN étaient encore primitifs à l'époque et les résultats étaient non concluants, pas assez de matériel viable pour comparer aux échantillons prélevés sur des cousins éloignés de Jacques. Une autre impasse, une autre blessure ouverte pour être laissée à vif à nouveau. Liliane s'est mariée en 1997 à un merveilleux jeune médecin qu'elle avait rencontré pendant sa résidence. Je l'ai aidée à choisir sa robe de mariée, me tenant à côté d'elle, alors qu'elle étudiait son reflet dans le miroir du magasin de mariée. Maman, a-t-elle dit soudain, penses-tu à ton mariage qui n'a jamais eu lieu? Non, lui ai-je dit. Et c'était surtout vrai. Je pense à quel point j'ai de la chance d'être ici avec toi maintenant. Je suis devenue grand-mère en 2000 des jumeaux, un garçon et une fille, Jacques et Éléonore. Ils les ont nommés sans connaître la signification de ce premier prénom. Quand Liliane m'a dit leur nom choisi, j'ai dû m'excuser dans la salle de bain de l'hôpital, où j'ai pleuré silencieusement, m'émerveillant des cercles étranges que la vie dessine. Thomas a pris sa retraite en 2002. Nous avons vendu la maison à Bordeaux et déménagé dans un endroit plus petit sur la côte atlantique. Il s'est mis à la menuiserie. J'ai rejoint un club de lecture et fait du bénévolat à la bibliothèque locale. Nous nous sommes installés dans les rythmes de nos années dorées, marchant sur la plage chaque matin. Regardant nos petits enfants grandir lors des visites du week-end, faisant des plans pour de petites aventures, tant que notre santé le permettait encore. En 2011, Thomas a été diagnostiqué avec un cancer du pancréas. Il était avancé quand ils l'ont trouvé, comme c'est si souvent le cas, 6 mois, nous a dit l'oncologue dans une salle de consultation stérile, peut être 1 an avec un traitement agressif. Il a vécu 8 mois et 14 jours. Je l'ai soigné à la maison comme il le voulait, nos rôles inversés. Je suis devenue le médecin, lui le patiente. Liliane venait aussi souvent qu'elle le pouvait, amenant les jumeaux pour faire sourire leur grand-père, même dans ces jours les plus sombres. Nous avons parlé de tout pendant ces derniers mois, de notre vie ensemble, de nos regrets, peu nombreux, de nos joies nombreuses. Et oui, nous avons parlé de Jacques. Je n'ai jamais été jaloux d'un fantôme, m'a dit Thomas une nuit, alors que j'ajustais sa perfusion de morphine. J'ai toujours senti qu'il t'avait envoyé à moi, d'une certaine manière, comme s'il savait que je t'aimerais comme tu le méritais. J'ai embrassé son front, peau fine, sur os fragile.
J'ai aimé 2 hommes bons dans ma vie, et je dis, la plupart des gens n'en ont même pas un. C'est après la mort de Thomas, j'ai pensé à retourner en Bretagne, à Nantes, là où tout a commencé, mais ma vie n'était plus là. Ma fille, mes petits-enfants, mes souvenirs de Thomas. Tout était enraciné en Nouvelle-Aquitaine maintenant. Alors, et je suis restée dans notre petite maison côtière. J'ai appris à dormir seule dans notre lit, me suis adaptée au silence qui me suivait de pièce en pièce, les années passées plus lentement sans Thomas. J'ai fait plus d'heures de bénévolat à la bibliothèque, rejoint un groupe de soutien pour veuves, avait des dîners du dimanche avec la famille de Liliane quand ils pouvaient faire le trajet depuis Paris. J'ai dispersé les cendres de Thomas dans la mer selon ses souhaits et planté un érable dans le jardin en sa mémoire. La vie continuait, diminuait, mais toujours digne d'être vécue. Et puis, en avril 2013, 47 ans après la disparition de Jacques, un colis est arrivé sur le pas de ma porte. Le colis était petit, enveloppé dans du papier craft et sécurisé avec plus de ruban adhésif que nécessaire. Le cachet de la poste venait de Guadalajara, au Mexique. Il n'y avait pas d'adresse de retour, juste mon nom et mon adresse écrits d'une écriture tremblante que je ne reconnaissais pas. J'ai presque jeté le colis, pensant que c'était une sorte d'arnaque ou une erreur, mais la curiosité l'a emporté. J'ai coupé les couches de ruban avec des ciseaux de cuisine et déballé le papier pour trouver une boîte en bois, sculptée à la main avec des fleurs complexes sur les bords. À l'intérieur, nichée dans un lit de coton, il y avait une lettre et un petit carnet en cuir. Mes mains tremblaient alors que je dépliais la lettre. Le papier était fin, jauni par le temps, et l'écriture était instable, mais je l'ai reconnue immédiatement. J'avais passé des années à lire cette écriture dans des lettres précieusement gardées. Ma très chère Marie, comment sait-elle? Le surnom que seul Jacques utilisait pour moi. J'ai dû m'asseoir, la pièce tournant autour de moi. J'ai serré la lettre contre ma poitrine, effrayée de lire plus loin, effrayée de ne pas le faire. Après plusieurs inspirations profondes, j'ai continué. Si tu si. J'ai enfin quitté ce monde. Emmanuel, mon ami et soignant, a tenu sa promesse de t'envoyer ces choses. J'ai écrit cette lettre 100 fois dans mon esprit au fil des années, ne trouvant jamais les bons mots pour expliquer l'inexplicable. Comment un homme s'excuse-t-il d'avoir disparu de la vie de la femme qu'il aime? Quelle explication possible pourrait apaiser près de 5 décennies d'incertitude et de douleur? J'étais en route vers toi ce jour-là, en juin, ma voiture chargée de tout ce que je possédais, mon cœur plein de rêves de notre avenir ensemble. Juste après la frontière Midi-Pyrénées-Auvergne, je me suis arrêtée pour aider un homme dont le camion était en panne. 2 autres hommes étaient avec lui. Bien que je ne les ai pas vus au début, ils m'ont attaqué, volé, bateau et laissé pour mort dans un fossé au bord de la route. Un travailleur agricole migrant m'a trouvé le lendemain matin. Au lieu de m'emmener à l'hôpital, il avait peur des autorités. Il était sans papier. Il m'a conduit chez son frère. Je n'avais pas d'identification.
Les voleurs avaient tout pris. J'étais inconscient pendant des jours. Quand je me suis réveillée, je ne me souvenais de rien, ni de mon nom, ni où j'allais, ni de toi. Le traumatisme crânien avait effacé ma mémoire. La famille m'a soignée jusqu'à ce que je retrouve la santé physique, mais mon esprit restait une ardoise vierge. Ils m'ont appelé Miguel, m'ont emmené avec eux quand ils sont retournés au Mexique. À la fin de la saison des récoltes, j'ai appris l'espagnol, fait des petits boulots, finalement devenu apprenti charpentier. J'ai construit une vie sans savoir que j'en avais déjà une. Les souvenirs venaient lentement, par fragments et rêves. Un éclair de ton sourire, le son de ton rire, un comptoir de pharmacie et l'odeur de limonade au citron au moment où j'ai commencé à reconstituer qui j'étais près d'une décennie, s'était écoulé. J'ai fait des recherches par une mission d'église américaine dans notre village, appris que j'avais été déclarée mort dans un hôpital en Auvergne, un cas d'erreur d'identité avec un autre John Doe. J'ai découvert que mes parents étaient décédés, que tu avais épousé un médecin nommé Thomas Whitaker, que tu avais une fille et une vie, qui n'avait plus de place pour un fantôme. Quel droit avais-je de me ressusciter, de bouleverser la vie que tu avais construite à partir des cendres de notre tragédie? Je me suis convaincue que rester mort était un acte final d'amour. J'ai épousé une femme locale, Maria, qui connaissait mon étrange histoire et m'aimait quand même. Nous avons eu 3 fils qui n'ont jamais su que leur père était autrefois Jacques Calvé de Toulouse. Maria est morte d'une pneumonie en 1998 et j'ai vécu seule depuis, entourée de mon travail de menuiserie et des souvenirs de 2 vies, 2 amours, alors que ma propre mort approche. Cancer, n'est-ce pas ironique? Je trouve que je ne peux pas quitter cette terre avec toi, pensant encore que je t'ai abandonné ou que j'ai été pris violemment sans laisser de traces. La vérité est à la fois plus simple et plus complexe. J'étais perdue, puis retrouvée, mais trop tard pour revenir vers toi, sans causer plus de douleur que de guérison. J'ai vécu une belle vie, Marie. J'espère que tu en as eu une aussi. Le carnet 6 juin contient des souvenirs tels qu'ils me sont revenus au fil des années. Peut-être répondra-t-il aux questions que cette lettre laisse ouverte. Si rien d'autre, sache que je t'ai aimé à travers le temps et la distance. Et cet amour a été à la fois ma plus grande joie et mon plus profond regret. À toi dans cette vie et dans ce qui vient après. Jacques, j'ai lu la lettre 7 fois ce premier jour, puis j'ai commencé le carnet, page après page, des souvenirs de Jacques revenant, des fragments de notre vie ensemble, émergeant du brouillard de sa blessure, des esquisses de mon visage, dessinés avec une précision croissante à mesure que sa mémoire s'améliorait. La dernière entrée était datée de seulement 2 mois avant l'arrivée du colis. Il m'a fallu 3 jours pour lire tout le carnet. Quand j'ai fini, je me suis assise sur ma véranda, regardant l'océan, observant les vagues s'écraser contre la rive. Je me sentais étrangement paisible. Jacques ne m'avait pas abandonnée. Il n'avait pas été assassiné. Il avait été perdu, retrouvé et perdu à nouveau, vivant une vie parallèle à la mienne, m'aimant de loin. Comme je l'avais aimé,
J'ai appelé Liliane ce soir-là. Lui ai demandé de venir pour le week-end. J'avais besoin de partager cela avec quelqu'un qui comprendrait, quelqu'un qui avait grandi à l'ombre du fantôme de Jacques. Alors, il était vivant tout ce temps, a-t-elle dit. Quand j'ai fini de tout lui montrer, aurais-tu souhaité qu'il te retrouve plus tôt, avant que tu ne rencontres papa? J'ai réfléchi soigneusement à cela. Non, et dit finalement, Jacques avait raison. Cela aurait été égoïste de réapparaître une fois que j'avais construit une nouvelle vie, et je n'échangerais ma vie avec ton père ou toi pour rien au monde. Vas-tu essayer de trouver sa famille au Mexique? A-t-elle demandé? Fils. Encore une fois, j'ai considéré attentivement. Non, ils ont leur propre souvenir de leur père. Découvrir qu'il avait une autre identité, un autre amour avant leur mère, cela pourrait faire plus de mal que de bien. Jacques a fait son choix pour protéger tout le monde, impliqué. Je vais honorer ce choix. J'ai cependant établi un contact par l'intermédiaire de la mission d'église mentionnée dans la lettre de Jacques. J'ai envoyé un petit colis à Manuel, le soignant. À l'intérieur, il y avait une note de remerciement et une photo de Jacques et moi à la foire départementale en 1965. Toute notre vie devant nous. Je voulais que quelqu'un dans sa vie mexicaine sache qu'il avait été profondément aimé. Avant que la tragédie ne réécrive son histoire, je n'ai jamais reçu de réponse, mais j'ai su d'une certaine manière que le colis était arrivé à destination. La partie la plus étrange de connaître enfin la vérité était à quel point cela changeait peu les choses. Le jeune homme que j'avais aimé était toujours parti. La vie que nous avions planifiée ne s'était toujours pas réalisée. Mais la question lancinante, qui avait vécu dans mon cœur pendant près de 50 ans, avait enfin une réponse. Et il y avait un profond soulagement dans cela. Je garde le carnet et la lettre de Jacques dans la même boîte que ces anciennes lettres d'amour maintenant.